Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Alors un Face à Pierrot un petit peu spécial, puisqu'aujourd'hui on a Thibaut qui est venu me filmer avec des vrais moyens. Donc, vous me direz dans les coms si vous trouvez que c'est mieux ou si on s'est fait chier pour rien. La première question est de Chris C. On en parle assez peu, mais la recrue Pacho est surprenante dans son adaptation et son niveau de jeu. Il m'épate, le vois-je trop beau? Non, Pacho est un vrai défenseur, je dirais que c'est un Kimpembe 2.0, évidemment. Sa participation au jeu est extrêmement limitée, mais défensivement, il ne fait pas d'erreur. Donc effectivement, dans une équipe extrêmement déséquilibrée par nature qu'est le PSG, avec Hakimi qui est tout le temps devant, c'est important d'avoir un point de fixation défensif comme Pacho. Et effectivement, il performe. Vince me dit « Je trouve que Evan Guessant a beaucoup progressé. Penses-tu qu'il va continuer sur sa bonne dynamique du début de saison? Peut-il évoluer dans un top club européen, je le vois bien en Angleterre, et marcher sur les pas de Didier Drogba en sélection ?» Ouais, alors un peu mollo pomme chips quand même, parce que bon... effectivement, Evan Guessant progresse, notamment au niveau de la finition, par rapport aux saisons précédentes, à Nice ou à Nantes déjà. C'est vrai que là, il commence à mettre des buts, et puis des buts francs au niveau de ses reprises, donc ça c'est intéressant aussi. Évoluer dans un top club européen, il va falloir quand même confirmer. Je le vois bien en Angleterre, bah oui, forcément, comme tous les joueurs un peu athlétiques. Et puis, de là à marcher sur les pas de Didier Drogba en sélection, il y a de la place encore quand même. Hein. Question suivante est de Niri. Quand on regarde le calendrier, on constate qu'il y a une coupure internationale tous les mois. Je trouve que c'est difficile d'avoir du rythme et d'enchaîner en championnat quand tu t'arrêtes sans arrêt. Penses-tu que ça peut avoir un impact pour les clubs? Si déjà ça a un impact pour les clubs, c'est évidemment plus il y a de matchs, plus il y a de risques de blessures, plus il y a de voyages. Après, je comprends qu'il faille faire de la place pour les matchs internationaux et pour les sélections, parce que les sélectionneurs, ils sont là, ils sont bien obligés d'avoir aussi un groupe pour travailler, parce que si on supprime les matchs, la Coupe des Nations, et qu'on supprime les matchs amicaux, et que les sélectionneurs ne retrouvent leurs équipes que pour les grandes compètes, c'est évidemment intenable. Mais c'est vrai que 3 coupures en 3 mois comme ça, c'est trop. Je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas faire peut-être une coupure plus longue, peut-être 3 semaines, où là on mettrait peut-être 3 matchs, ou 4 même, surtout s'il y a 3 semaines, tu peux mettre 4 matchs, hein, ça fait un match tous les 5 jours. Encore une fois, je me répète, mais il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs club, il y a trop de matchs internationaux, et personne ne veut lâcher du lest, donc c'est un problème, quoi. Yvous me dit, que se passe-t-il à Monaco? Match nul contre Lille, puis défaite contre Nice et Angers. Certes, il y a eu quelques faits de jeu défavorables contre Nice, mais ça ne justifie pas tout. C'est curieux ce coup d'arrêt. Comment l'expliques-tu, Pierrot? Je pense que le problème de Monaco, c'est sa ligne d'attaque. Il y a le jeune Nigérian qui est quand même encore pas un produit fini. Il y a Mbolo qui est vraiment en crise de confiance au niveau de la finition. Balogun qui commençait à revenir, qui s'est malheureusement blessé à l'épaule. Après, tu as des joueurs comme Golovin, Ben Seguir et Akliouche qui sont plutôt des créatifs, mais qui ne sont pas vraiment des buteurs. Donc il y a un déficit offensif quand même assez clair dans cette équipe. Et on a pu le voir contre Angers, c'est même pas tellement qu'ils ont manqué d'efficacité, c'est qu'ils ont même manqué de créativité pour se créer des occasions de but. Et je pense que le problème de cette équipe de Monaco, quand ça va caler, comme c'est en train de caler depuis 3 matchs, c'est sur le plan offensif. Vincent Delplanque me dit que tu es plutôt favorable à la règle Wenger concernant le hors-jeu, mais la semaine, les clubs mettent en place lors des entraînements un système tactique pour mettre hors-jeu les joueurs. Pour moi, c'est les attaquants qui doivent s'adapter et pas la règle à modifier. Mais la règle, on n'oublie pas que l'introduction de la VAR dans le football a modifié la règle de base. La règle de base, c'est quand un attaquant est sur la même ligne que le dernier défenseur, il n'est pas hors-jeu. Et si le fait de ne plus être considéré sur la même ligne que le dernier défenseur, ça se joue à une demi-chaussure ou à un bout de genou, pour moi, ça dénature le football, et en plus, ça prive le foot de but, donc de son côté spectaculaire, qui est quand même
l'essence de son succès. Donc je trouve la règle de Wenger au contraire excellente, c'est qu'il faut que l'attaquant, tout le corps de l'attaquant soit devant le dernier défenseur. Alors effectivement, ça se jouera aussi parfois à 10 cm dans l'autre sens, mais ce changement de règle n'aura pour effet qu'il y aura plus de buts. Par exemple, le premier but de Mbappé refusé dans le Classico aurait été accordé. Donc, et ça fait plusieurs années que je dénonce toujours ces buts refusés pour 1 centimètre et sur le côté implacable et mathématique de cette ligne créée par la vidéo. Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il faut changer cette règle. Pascal du 82, pardon. Trouvez-vous le collectif parisien plus fort que la saison dernière? Comment expliquez-vous déjà l'écart déjà fait, putain, parfois vous écrivez, entre le PSG et les 2 ou 3 autres clubs du haut de tableau sans avoir un PSG grandiose? Le problème, c'est que le PSG est régulier et que Monaco et Marseille ont déjà merdé. Les deux ont 2 défaites, Paris ne les a pas et ça fait évidemment déjà les 6 points d'avance qu'a le club parisien. Je ne trouve pas le collectif parisien plus fort que la saison dernière. Je trouve que le style de jeu est le même, exactement le même, puisque la saison dernière, on ne peut pas dire que Mbappé participait beaucoup au jeu, ou alors parfois on lui reprochait de trop y participer. De toute façon, on lui reproche toujours tout pour tout. Donc ça, c'est un point. N'oublions jamais que c'est un point de départ important. Donc non, je ne trouve pas que le PSG soit plus fort que la saison dernière collectivement. Et de toute façon, je ne suis pas surpris sur le fait que le PSG ait déjà 6 points d'avance au bout de 10 journées. Je pense que le PSG sera tranquillement champion pour changer. Arkman07 me dit, entre Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Pericard et Hugo Humbert, quel est le joueur pour vous qui a le plus de chances d'atteindre une finale de Grand Chelem? Ah, on en est déjà à une finale de Grand Chelem. Déjà, je ne suis pas certain qu'aucun des 3 n'y parvienne jamais. Je pense que le plus gros potentiel multi-surface, il est chez Arthur Fils, qui a normalement les armes pour performer sur toutes les surfaces. Alors après, Mpetshi Pericard, s'il sert à 2,30 pendant 7 matchs, il peut effectivement se retrouver sur un malentendu en finale de Wimbledon. Hugo Humbert aussi, sur une surface très rapide comme Wimbledon, peut-être aussi, on se souvient qu'il avait inquiété Alcaraz à Wimbledon. Arthur Fils et Hugo Humbert ont peut-être le potentiel pour être top 10. Mpetshi Pericard, il faut quand même qu'il progresse dans le jeu à part son service. De là, entre être top 10 et aller en finale de Grand Chelem, il y a encore de la place. Alors, question de Benjamin Meunier. Question perso, as-tu dû faire adapter ton véhicule suite à tes ennuis de santé? Bah non, faut pas déconner quand même, non. Je sais, bon, mes ennuis de santé, c'est surtout mon genou droit qui est en miettes. J'ai un SUV, n'en déplaise aux écolos. Bon, SUV électrique, comme quoi je fais un effort. Je crois que d'ailleurs vous le voyez derrière moi. Voilà, donc c'est une position haute qui me permet de monter et de sortir de ma voiture sans problème. J'ai eu en montant une Porsche 911. Je pense qu'aujourd'hui, une Porsche 911, c'est éliminatoire pour moi. Benjamin Meunier encore me dit « Je crois te savoir proche de l'artiste Om Nguyen, que j'adore personnellement. As-tu un tableau de lui chez toi? A-t-il déjà proposé de faire ton portrait? » Non, mais alors Om, oui, est plus que proche, c'est un vrai ami. Il est venu me voir à la Baule récemment. Normalement, il devrait exposer même dans une chapelle qui est transformée en salle d'exposition l'été 2026, me semble-t-il. Om, je l'ai connu lorsque j'avais la boutique de basket avec mon fils et il venait acheter des baskets pour les customiser. Et il m'avait toujours dit, si je réussis, je t'offrirai une toile. Il m'en a offert une d'1,65 m qui est à la craie en plus, une de ses premières. Et depuis, je lui ai acheté une litho, il m'en a offert une autre, il m'a offert un plexi, j'ai un petit format de lui. Il a fait aussi des mains qui s'enlacent, comme celles qui m'ont coûté 2 mois avec sursis. Sauf que là, c'est des mains qui ont servi de cadeau offert aux gens qui étaient à notre mariage. Donc ouais, du Om Nguyen, il y en a plein chez moi. Et quand je serai dans ma nouvelle maison, vous les verrez certainement derrière moi. En tout cas, Om est quelqu'un
d'une gentillesse invraisemblable, qui a un talent fou et qui est en plus d'une modestie invraisemblable aussi. Couninho me dit encore un quadruplé pour Gyökeres ce week-end. Le PSG doit-il faire sauter sa clause et ce dès cet hiver quand on voit le manque cruel d'un neuf dans cette équipe? Mais vous êtes gentil, mais c'est toujours le problème. Est-ce que Luis Enrique veut d'un neuf dans son équipe? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si c'est pour avoir un neuf et qu'il ne soit pas exploité et qu'il soit exclu des schémas de passe et des circuits du PSG, voilà, Gyökeres est dans un championnat où... enfin voilà, Ramos aussi il avait mis 25 buts en championnat du Portugal. On voit que au PSG, c'est pas ça quand même. Donc c'est compliqué quand même. C'est compliqué et encore une fois, si le PSG veut l'enrôler, il faut vraiment le mettre dans des conditions pour qu'il brille. Parce que honnêtement, depuis Ibra et Cavani, des avant-centres qui ont été mis dans des conditions pour briller au PSG, il n'y en a pas eu. Icardi et compagnie, ça n'a pas du tout fonctionné, quoi. Kéké des Towns me dit: quelle est ta pire expérience dans un stade? C'est la demi-finale espoir France-Italie à Montpellier, où j'étais malade comme un chien et où j'ai gerbé tout ce que je pouvais dans la tribune de presse. Voilà. C'était pas... non, c'était pas top. Jackie Boy me dit: l'équipe qui diffuse le calcio, pensez-vous que l'équipe gagne des sous ou pas? Je pense que la chaîne n'en perd pas, ce qui est déjà ça. Je pense malgré tout que retransmettre 2 matchs du calcio, c'est tout à fait dans les prix de l'équipe 21, parce que d'abord ils n'ont pas l'exclusivité du championnat, et puis surtout que ça fait 8 journées que le calcio était invisible en France, donc j'imagine qu'ils ont dû acheter ça un peu à la casse. C'est bien pour l'équipe 21, mais c'est quand même révélateur d'un marché du football payant qui devient de plus en plus compliqué. PA me dit: comment expliques-tu cette inconstance de Strasbourg avec des joueurs pourtant, pour certains, pétris de talent? Franchement, cette défaite à Saint-Étienne, c'est vraiment le premier match depuis le début de la saison où Strasbourg ne peut avoir aucun regret. Sinon, dans tous les matchs, même le match nul contre Angers, où ils avaient eu tellement d'occasions de mener 2-0, à Lyon, ils mènent 3-1, à Lille, ils mènent 3-2. Bon, il y a le Parc où ils ont été surclassés et où il leur manquait des joueurs sur le plan défensif. Mais là, franchement, là, Saint-Étienne, il n'y avait rien. Ils ont raté leur match. Ce sont juste des choses qui arrivent. Il faudra voir si ce genre de mauvaises prestations venaient à se renouveler. Pour voir si c'est une inconstance chronique ou ponctuelle. Franck Pitoni me dit: as-tu songé à intégrer une instance du football, ligue, fédération, club amateur? Alors, depuis 1 an et demi que j'habite à La Baule ou dans sa région, j'ai été voir quelques matchs d'amateurs, notamment le club de ma future ville, Saint-Liphard. J'étais voir Saint-André-des-Eaux en coupe. J'aimerais bien avoir un rôle dans un club amateur du coin. Le problème, c'est que, comme vous pouvez tous le deviner, c'est que les matchs amateurs, c'est le week-end, et que le week-end, j'ai les matchs de Ligue 1 que je dois regarder pour ma chaîne. Donc voilà, j'ai que 2 mains, je suis pas Vichnou, donc je peux pas être partout, malheureusement. Geoffrey me dit: pensez-vous que le foot français est dans une pente dangereuse, descendante, au vu des attitudes des présidents, des problèmes de diffuseurs TV? Le foot français est-il dans une situation critique? Sinon, qu'est-ce qui risque de passer lorsque ce sera le cas? Je pense que l'échec patent, d'ores et déjà, de DAZN ne va pas inciter un autre diffuseur à investir de façon énorme sur le football français. Je pense donc que les présidents de clubs le veuillent ou ne le veuillent pas, on va s'orienter vers cette chaîne de la Ligue. Et donc, on verra. Après, ce sera une question de tarif, mais voilà, s'il y a une chaîne de la Ligue, il ne faudra pas renouveler toutes les erreurs qu'a commis DAZN. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un vrai magazine, une vraie émission,
des vrais reportages, et ça veut dire effectivement des investissements, une qualité d'image bien meilleure, peut-être en 4K, et voilà, et faire de ce produit quelque chose, de le pimper, de faire quelque chose d'un peu plus sympa. Mais effectivement, le football français est en grand danger. Mike27 me dit, comment vois-tu la situation se développer entre la Ligue et beIN qui ne veut pas signer le contrat et ne plus payer? Déjà, je trouve ça effarant que beIN n'honore pas ses traites de contrat alors qu'il diffuse, et que, encore une fois, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit, Vincent Labrune, il a le pantalon sur les chevilles dès qu'il parle à Nasser El Khelaifi. Donc t'es là, t'as proposé un prix, maintenant tu veux le renégocier pour des histoires de codif, t'as intégré 20 millions d'euros de sponsoring pour aller visiter le Qatar, et après tu t'étonnes que Marseille et Lyon ne veuillent pas être assimilés à ça. Enfin, voilà, c'est ni fait ni à faire. Tu as l'impression surtout que ce sont des excuses pour ne pas payer et avoir du foot à pas cher. Et encore une fois, c'est pas géré par Labrune cette affaire, quoi. Alan me dit, qu'as-tu pensé globalement de la prestation olympienne à Nantes, et principalement de dire ce que tu pensais de la défense qui pour ma part m'inquiète pas mal? Oui, c'est pas une prestation extraordinairement aboutie de la part des Marseillais. La première demi-heure a été de très très bonne qualité, la suite a été quand même plus compliquée. Défensivement, en plus, il y a eu énormément de changements, des changements de poste, des changements de joueurs. Donc, pour l'instant, De Zerbi est encore un peu dans l'improvisation sur le plan défensif. Il va falloir qu'il fasse des choix et qu'il s'y tienne, et qu'au moins des joueurs puissent cultiver une forme d'automatisme s'il veut espérer progresser. Gifeux me dit, comment les Lensois peuvent-ils se plaindre du rouge sur Hakimi, et sans parler de leur entraîneur, qu'en penses-tu? C'est drôle parce que si tu vois ce match, les Lensois ont hurlé au scandale parce que Marquinhos n'a pas été expulsé, alors que Marquinhos commet cette faute d'anti-jeu, qui est peut-être spectaculaire mais qui n'est pas violente, justement pour arrêter le jeu, parce que Hakimi a été quand même assez gravement touché par le tacle de Koutsanov. Je pense d'une manière générale que les Lensois ont quand même pas mal maillotché dans ce match. Moi, ça m'a un peu fait marrer quand j'ai entendu Danso chouiner à la fin du match, Will Steele aussi. Après, c'est un petit peu commode de toujours jouer la victime quand tu joues contre le PSG, parce que tu comprends, le PSG, c'est le Qatar, ils sont toujours forcément super avantagés. Et à un moment donné, il faut aussi faire un petit peu son mea culpa perso. Olympicolo me dit, après 10 journées, quel est le chiffre le plus inquiétant pour Montpellier? Les 4 points ou les 30 buts encaissés? Les 4 points, la différence de but, c'est ce qui compte quand tu es à égalité avec une équipe, mais quand tu es décroché et que tu as 5 points de retard, ce qui est leur cas, d'avoir encaissé 30 ou 60 buts, ça change pas grand-chose. Je suis très très inquiet pour cette équipe de Montpellier. Pourtant, je persiste à penser que c'est une équipe qui, pour moi, sur le papier, est meilleure que Le Havre, que Saint-Étienne, qu'Angers. Mais voilà, il y a quelque chose de brisé dans cette équipe. Et là, je commence à avoir vraiment peur qu'ils ne s'en sortent pas. Sébastien Bailly me dit, en tant que supporter strasbourgeois, ressens-tu une certaine animosité envers le FC Metz, ou es-tu loin de tout ça? Ah non, alors, supporter strasbourgeois, j'en suis pas encore allé au stade avec une écharpe bleue et blanche. Puis bon, je suis un supporter à distance, j'habite à 900 km, donc non, je n'ai absolument aucune animosité envers le FC Metz. C'est des clubs qui habitent même pas dans la même région, dans le même département. Tu as un club lorrain, un club alsacien, donc déjà pour moi c'est un faux derby et une fausse rivalité. Mais bon, il faut croire que le foot français est très fort pour s'inventer des fausses rivalités. Martine me dit, que se passe-t-il au Real? Caprice, on croirait que tout l'aurait dû, y compris le Ballon d'Or, cette manière de se victimiser, d'attirer les joueurs quasiment libres à chaque fois pour ne pas dépenser un comec. Oui, c'est un club radin, le non-remplacement de Kroos, les égos qui commencent à brûler, la mauvaise adaptation de Mbappé. Ne crois-tu pas que ce club légendaire file un mauvais coton? C'est une possibilité. Maintenant, c'est pas la première fois que le Real fait des mauvais débuts de saison. Comme l'a dit Ancelotti après le 4-0 dans le Classico, il me dit la dernière fois que le Barça a gagné 4-0, le Real a gagné la Liga et la Ligue des Champions. Maintenant, encore une fois,
J'ai l'impression de le dire tout le temps. Le fait que Toni Kroos n'ait pas été remplacé, qu'il n'ait même pas essayé de remplacer Toni Kroos, me paraît être une erreur terrible. Et effectivement, il y a une forme de radinerie. Ils n'ont pas voulu voir l'Euro parce qu'ils ne voulaient pas payer. Et à un moment donné, si tu veux jamais payer un joueur, eh ben, tu rates des opportunités. Et en plus, je pense que le joueur le plus à même de remplacer Kroos sur la planète football, c'est Rodri. Et je ne suis pas certain que les simagrées du Real dans le Ballon d'Or incitent beaucoup Rodri à venir au Real.